Vous venez, dites-vous, pour lui donner la main? Oui, je veux terminer la chose dans demain. L'on peut, ce me semble, sans crainte d'être ouï, y discourir ensemble. Voulez-vous qu'en ami je vous s'ouvre mon cœur? Votre dessein pour vous me fait trembler de peur, et de quelque façon que vous tourniez l'affaire, prendre femme est à vous un coup bien téméraire. Il est vrai, notre ami, peut-être que chez vous, vous trouvez des sujets de craindre pour chez nous, et votre front, je crois, veut que du mariage, les cornes, soient partout l'infaillible apanage. Ce sont coups du hasard dont on n'est point garant, et bien sot, ce me semble, est le soin qu'on en prend. Mais quand je crains pour vous, c'est cette raillerie dont sans pauvres maris ont souffert la furie. Car enfin, vous savez qu'il n'est grand ni petit que de votre critique on ait vu garantie, que vos plus grands plaisirs sont, partout où vous êtes, de faire sans éclat des intrigues secrètes. Fort bien. Est-il au monde une autre ville aussi où l'on ait des maris si patients qu'ici? Est-ce qu'on n'en voit pas de toutes les espèces qui sont accommodés chez eux de toutes pièces? L'un amasse du bien dont sa femme fait part à ceux qui prennent soin de le faire cornard. L'autre, un peu plus heureux mais non pas moins infâme, voit faire tous les jours des présents à sa femme, et d'aucun soin jaloux n'a l'esprit combattu parce qu'elle lui dit que c'est pour sa vertu. L'un fait beaucoup de bruit qui ne lui sert de guerre. L'autre, en toute douceur, laisse aller les affaires. Et voyant arriver chez lui le damoiseau, prend fort honnêtement ses gants et son manteau. L'une de son galant, à la droite femelle, fait fausse confidence à son époux fidèle qui dort en sûreté sur un pareil appât et le plaint, ce galant, des soins qu'il ne perd pas. L'autre, pour se purger de sa magnificence, dit qu'elle gagne au jeu l'argent qu'elle dépense. Et le mari peinait, sans songer à quel jeu, sur les gains qu'elle fait, rendait grâce à Dieu. Enfin, ce sont partout des sujets de satire. Et comme spectateur, ne puis-je pas en rire? Puis-je pas de nos sots? Oui, mais qui rit d'autrui doit craindre qu'en revanche on rit aussi de lui. J'entends parler le monde et des gens se délassent à venir débiter des choses qui se passent. Mais, quoi que l'on divulgue aux endroits où je suis, jamais on ne m'a vu triompher de ces bruits. J'y suis assez modeste. Et bien qu'aux occurrences, je puisse condamner certaines tolérances, que mon dessein ne soit de souffrir nullement ce que d'aucuns mari souffre paisiblement. Pourtant, je n'ai jamais affecté de le dire, car enfin, il faut craindre un revers de satire, et l'on ne doit jamais jurer sur de tels cas de ce qu'on pourra faire ou bien ne faire pas. Ainsi, quant à mon front, par un sort qui tout mène, il serait arrivé quelques disgrâces humaines. Après mon procédé, je suis presque certain qu'on se contentera de s'en dire sous main, et peut-être qu'encore j'aurai cet avantage que quelques bonnes gens diront que c'est dommage. Mais de vous, cher compère, il en est autrement. Je vous le dis encore, vous risquez diablement. Comme sur les maris accusés de souffrance, de tout temps votre langue a daubé d'importance. Qu'on vous a vu contre eux, un diable déchaîné, vous devez marcher droit pour n'être point berné. S'il faut que sur vous on ait la moindre prise, car au carrefour on ne vous tympanise et... Mon Dieu, notre ami, ne vous tourmentez point. Bien huppé, qui pourra m'attraper sur ce point? Je sais les tours rusés et les subtiles trames dont pour nous en planter savent user les femmes. Et comme on est dupé par leur dextérité, contre cet accident, j'ai pris mes sûretés et celle que j'épouse a toute l'innocence qui peut sauver mon front de maligne influence. Et que prétendez-vous? Qu'une sotte? En un mot. Épouser une sotte et pour n'être point sot. Je crois en bon chrétien votre moitié fort sage, mais une femme habile est un mauvais présage. Et je sais ce qu'il coûte à de certaines gens pour avoir pris les leurs avec trop de talent. Moi, je m'irais charger d'une spirituelle qui ne parlerait rien que cercle et que ruelle, qui de prose et de vers ferait de doux écrits et que visiterait marquises et beaux esprits, tandis que sous le nom de mari de madame, je serais comme un saint que pas un ne réclame. Non, non, je ne veux point d'un esprit qui soit haut, et femme qui compose en sait plus qu'il ne faut.
Je prétends que la mienne, en clarté peu sublime même, ne sache pas ce que c'est qu'une rime. Et s'il faut qu'avec elle on joue au corbillon et qu'on vienne à lui dire à son tour qui mettons, je veux qu'elle réponde une tarte à la crème. En un mot, qu'elle soit d'une ignorance extrême. Et c'est assez pour elle, à vous en bien parler, de savoir prier Dieu, m'aimer, coudre et filer. Une femme stupide est dans votre marotte? Tant que j'aimerais mieux une laide bien sotte qu'une femme fort belle avec beaucoup d'esprit. L'esprit et la beauté. L'honnêteté suffit. Mais comment voulez-vous, après tout, qu'une bête puisse jamais savoir ce que c'est qu'être honnête? Autant qu'il est assez ennuyeux que je crois d'avoir toute sa vie une bête avec soi, pensez-vous le bien prendre dès que sur votre idée, la sûreté d'un front puisse être bien fondée? Une femme d'esprit peut trahir son devoir, mais il faut pour le moins qu'elle ose le vouloir. Et la stupide, aussi un peu manquée d'ordinaire, sans en avoir l'envie et sans penser le faire. À ce bel argument, à ce discours profond, ce que Pantagruel à Panurge répond. Pressez-moi de me joindre à femme autre que sotte. Prêchez, patrocinez jusqu'à la Pentecôte, vous serez ébahis quand vous serez au bout, que vous ne m'aurez rien persuadé du tout. Je ne vous dis plus mot. Chacun a sa méthode. En femme, comme en tout, je veux suivre ma mode. Je me vois riche assez pour pouvoir, que je crois, choisir une moitié qui tienne tout de moi et de qui la soumise et pleine dépendance n'est à me reprocher aucun bien, ni naissance. Un air doux et posé, parmi d'autres enfants, m'inspira de l'amour pour elle dès 4 ans. Sa mère, se trouvant de pauvreté pressée, de la lui demander, il me vint en penser, et la bonne paysanne, apprenant mon désir, à sauter cette charge, eut beaucoup de plaisir. Dans un petit couvent, loin de toute pratique, je la fis élever selon ma politique, c'est-à-dire ordonnant quels soins on emploierait pour la rendre idiote autant qu'il se pourrait. Dieu merci, le succès a suivi mon attente, et grande, je l'ai vue à tel point innocente, que j'ai béni le ciel d'avoir trouvé mon fait pour me faire une femme au gré de mon souhait. Je l'ai donc retirée, et comme ma demeure a 100 sortes de gens est ouverte à toute heure, je l'ai mise à l'écart, comme il faut tout prévoir. Dans cette autre maison où nul ne me vient voir. Et pour ne point gâter sa bonté naturelle, je n'y tiens que des gens tout aussi simples qu'elle. Vous me direz, pourquoi cette narration? C'est pour vous rendre instruit de ma précaution. Le résultat de tout est qu'un ami fidèle, ce soir, je vous invite à souper avec elle. Je veux que vous puissiez un peu l'examiner et voir si de mon choix on me doit condamner. J'y consens. Vous pourrez dans cette conférence juger de sa personne et de son innocence. Pour cet article-là, ce que vous m'avez dit ne peut... La vérité passe encore mon récit. Dans ses simplicités, à tout coup je l'admire. Et parfois elle en dit, dont je pâme de rire. L'autre jour, pourrait-on se le persuader, elle était fort en peine et me vint demander avec une innocence à nul autre pareille si les enfants qu'on fait se faisaient par l'oreille. Je me réjouis fort, Seigneur Arnolphe. Bon, mais voulez-vous toujours appeler de ce nom? Ah, malgré que j'en ai, il me vient à la bouche et jamais je ne songe à Monsieur de la Souche. Qui diable vous a fait aussi vous aviser à 42 ans de vous débaptiser? Né d'un vieux tronc pourri de votre métairie, vous faire dans le monde un nom de seigneurie. Outre que la maison par ce nom se connaît, la Souche plus qu'Arnolphe à mes oreilles plaît. Quel abus de quitter le vrai nom de ses pères pour en vouloir prendre un bâti sur des chimères. De la plupart des gens, c'est la démangeaison. Et sans vous embrasser dans la comparaison, je sais un paysan qu'on appelait Gros-Pierre, qui n'ayant pour tout bien qu'un seul quartier de terre, il fit tout alentour faire un fossé bourbeux, et de monsieur de Lille en prit le nom pompeux. Vous pourriez vous passer d'exemple de la sorte?
Mais enfin, de la sous-chaîne, non, que je porte, j'y vois de la raison, j'y trouve des appâts, et m'appeler de l'autre, et ne m'obligez pas. Cependant, la plupart ont peine à s'y soumettre, et je vois même encore des adresses de lettres. Je le souffre aisément de qui n'est pas instruit, mais vous... Soit, là-dessus, nous n'aurons point de bruit, et je prendrai le soin d'accoutumer ma bouche à ne plus vous nommer que Monsieur de la Souche. Aïe, je frappe ici pour donner le bonjour et dire seulement que je suis de retour. Ma foi, je le tiens à fou de toutes les manières. Il est un peu blessé sur certaines matières. Chose étrange de voir comme avec passion un chacun est chaussé de son opinion. Voilà. Ouvrez. On aura que je pense grande joie à me voir après 10 jours d'absence. Voilà. Ouvre là-bas. Assis-toi. Je n'irai pas aussi. Belle cérémonie pour me laisser dehors. Voilà, Roche, Loupi. Votre maître. Alain, c'est monsieur, couvre-lui. Ouvre-toi. Souffle notre Quiconque de vous deux n'ouvrira pas la porte n'aura pas à manger de plus de 4 jours. Par quelle raison y venir quand j'y cours? Pourquoi plutôt que moi, le plaisant stratagème? Oh, de toi, nom de là. Non, ouvre-toi toi-même. Je veux ouvrir la porte. Et je veux l'ouvrir moi. Ne l'ouvrira pas. Ni toi non plus. Il faut que j'ai ici l'âme bien patiente. C'est moi, monsieur. Je suis votre servante, c'est moi. Sans le respect de monsieur que voilà, je te... Peste. Me voyez sourd là. C'est elle aussi, monsieur. Que tu nous hostèges. Songez à me répondre et laissons la fadaise. Eh bien, là, comment se porte-t-on ici? Monsieur, Monsieur, nous porte. Dieu merci. Qui vous apprend, impertinente bête, à parler devant moi le chapeau sur la tête? Vous faites bien. J'ai tort. Faites descendre Agnès. Lorsque je m'en allais, fut-elle triste après? Triste? Non. Non? Si faire. Pourquoi donc? Oui, je meurs. Et le vous croyez voir de retour à toute heure. Et nous n'voyons jamais passer devant chez nous. Cheval, âne ou mulet. Quel est le prix pour vous? La besogne à la main, c'est un bon témoignage. Eh bien, Agnès, je suis de retour du voyage. En êtes-vous bien aise? Oui, monsieur, Dieu merci. Et moi, de vous revoir, je suis bien aise aussi. Vous êtes toujours, comme on voit, bien porté. Or, les puces qui m'ont la nuit inquiété. Ah, vous aurez dans peu quelqu'un pour les chasser. Vous me ferez plaisir. Je ne puis bien penser. Que faites-vous donc là? Je me fais des cornettes. Vos chemises de nuit et vos coiffes sont faites. Ah, voilà qui va bien. Allez, montez là-haut. Ne vous ennuyez point. Je reviendrai tantôt et je vous parlerai d'affaires importantes. Héroïne du temps, mesdames les savantes, pousseuses de tendresse et de beaux sentiments, je défie à la fois tous vos vers, vos romans, vos lettres, billets doux, toute votre science, de valoir cette honnête et pudique ignorance. Je les plains par le bien qu'il faut être ébloui, et pourvu que l'honneur soit... Que vois-je? Oui, je me trompe. Nenni. Non, c'est lui-même. Oh, Seigneur Horace! Arnolphe. Ah, joie extrême! Et depuis quand ici? Depuis 9 jours. Vraiment? Je fus d'abord chez vous, mais inutilement. J'étais à la campagne? Oui, depuis 10 journées. Oh, comme les enfants croissent en peu d'années. J'admire de le voir au point où le voilà, après que je l'ai vu pas plus grand que cela. Vous voyez. Mais de grâce, au honte, votre père, mon bon et cher ami que j'estime et révère, que dit-il? Que fait-il? Est-il toujours gaillard? À tout ce qu'il touche, il sait que je prends part. Nous nous sommes vus depuis 4 ans ensemble. Ni qui plus est, écrit l'un à l'autre, me semble.
Le seigneur Arnolphe est encore plus gai que nous. Et j'avais de sa part une lettre pour vous, mais depuis, par une autre, il m'apprend sa venue. Et la raison encore ne m'en est pas connue. Savez-vous qui peut être un de vos citoyens qui retourne en ces lieux avec beaucoup de biens qu'il s'est en 14 ans acquis dans l'Amérique? Non. Vous êtes au point dit, comment on le nomme? Henrique. Non. Mon père m'en parle et qu'il est revenu comme s'il devait m'être entièrement connu et m'écrit qu'en chemin, ensemble, ils se vont mettre pour un fait important que ne dit point sa lettre. J'aurai certainement grande joie à le voir et pour le régaler, je ferai mon pouvoir. Il faut pour des amis des lettres moins civilées. Tous ces compliments sont choses inutiles. Sans qu'il prie le souci de m'en écrire rien, vous pouvez librement disposer de mon bien. Je suis homme à saisir les gens par leurs paroles et j'ai présentement besoin de 100 pistoles. Ma foi, c'est m'obliger d'en user ainsi et je me réjouis de les avoir ici. Gardez aussi la bourse. Il faut... Laissons ce style. Eh bien, comment encore trouvez-vous cette ville? Nombreux en citoyens, superbes en bâtiments, et j'en crois merveilleux les divertissements. Chacun a ses plaisirs qu'il se fait à sa guise, mais pour ceux que du nom de galants on baptise, ils ont en ce pays de quoi se contenter. Car les femmes y sont faites à coqueter. On trouve d'humeur douce et la brune et la blonde. Et les maris aussi les plus bénins du monde. C'est un plaisir de prince. Et des tours que je vois, je me donne souvent la comédie à moi. Peut-être en avez-vous déjà féru quelqu'une, hein? Vous est-il point encore arrivé de fortune? Les gens faits comme vous font plus que les écus, et vous êtes de taille à faire des cocus. Ne vous rien cacher de la vérité pure. J'ai d'amour en ces lieux une certaine aventure. Et l'amitié m'oblige à vous en faire part. Oh, voici de nouveau quelques contes gaillards, et ce sera de quoi mettre sur mes tablettes. Mais de grâce qu'au moins ces choses soient secrètes. Oh! Vous n'ignorez pas qu'en ces occasions, un secret éventé rompt nos prétentions. Je vous avouerai donc avec pleine franchise qu'ici, d'une beauté, mon âme s'est éprise. Mes petits soins d'abord ont eu tant de succès que je me suis chez elle ouvert un doux accès. Et sans trop me vanter, ni lui faire une injure, mes affaires y sont en fort bonne posture. C'est un jeune objet qui loge en ce logis. Donc vous voyez d'ici que les murs sont rougis. Simple à la vérité, par l'erreur sans seconde d'un homme qui la cache au commerce du monde, mais qui dans l'ignorance où l'on veut la servir, fait briller des attraits capables de ravir. Un air tout engageant, je ne sais quoi de tendre, dont il n'est point de cœur qui se puisse défendre. Mais peut-être il n'est pas que vous n'ayez bien vu ce jeune astre d'amour de tant d'attraits pourvu. C'est Agnès qu'on l'appelle. Je crève. Pour l'homme, c'est, je crois, de la Zoussou, source qu'on le nomme. Je ne me suis pas fort arrêté sur le nom. Riche à ce qu'on m'a dit, mais des plus sensés, non. Et l'on m'en a parlé comme d'un ridicule. Le connaissez-vous, prince? La fâcheuse pilule. Et vous ne dites mot. Oui, je le connais. C'est un fou, n'est-ce pas? Et qu'en dites-vous? Quoi? C'est-à-dire oui, jalouse à faire rire, sauf... Je vois qu'il en est ce que l'on m'a pu dire. Enfin, l'aimable Agnès assume à sujettir. C'est un joli bijou, pour ne vous pas mentir. Et ce serait péché qu'une beauté si rare fût laissée au pouvoir de cet homme bizarre. Pour moi, tous mes efforts, tous mes vœux les plus doux vont à m'en rendre maître en dépit du jaloux. Et l'argent que de vous j'emprunte avec franchise n'est que pour mettre à bout cette juste entreprise. Vous savez mieux que moi, quels que soient nos efforts, que l'argent est la clé de tous les grands ressorts, et que ce doux métal qui frappe tant de têtes, en amour comme en guerre avance les conquêtes. Vous me semblez chagrin. Serait-ce qu'en effet vous désapprouveriez le dessin que j'ai fait? Non, c'est que je songeais. Cet entretien vous lasse. Adieu. J'irai chez vous tantôt vous rendre grâce.
Oh, faut-il... Non, chef, veuillez être discret et n'allez point de grâce éventer mon secret. Que je sens dans mon âme. Et surtout à mon père qui s'en ferait peut-être un sujet de colère. Oh. Moi que j'ai souffert durant cet entretien, jamais trouble d'esprit ne fut égal au mien. Avec quelle imprudence et quelle hâte extrême il m'est venu conter cette affaire à moi-même. Bien que mon autre nom le tienne dans l'erreur, étourdi montra-t-il jamais tant rigueur. Mais, ayant tout souffert, je devais me contraindre jusqu'à m'éclaircir de ce que je dois craindre, à pousser jusqu'au bout son caquet indiscret et savoir pleinement leur commerce secret. Tâchons à le rejoindre. Il n'est pas loin, je pense. Tirons-en de ce fait l'entière confidence. Je tremble du malheur qui m'en peut arriver, et l'on cherche souvent plus qu'on ne veut trouver. Il m'est, lorsque j'y pense, avantageux sans doute d'avoir perdu mes pas et pu manquer sa route, car enfin de mon cœur, le trouble impérieux n'eût pu se renfermer tout entier à ses yeux. Il eût fait éclater l'ennui qui me dévore, et je ne voudrais pas qu'il sût ce qu'il ignore. Mais je ne suis pas homme à gober le morceau et laisser un champ libre au vœu du damoiseau. J'en veux rompre le cours et sans tarder apprendre jusqu'où l'intelligence entre eux a pu s'étendre. J'y prends pour mon honneur un notable intérêt. Je la regarde en femme au terme qu'elle en est. Elle n'a pu faillir sans me couvrir de honte. Et tout ce qu'elle a fait enfin est sur mon compte. Éloignement fatal. Voyage malheureux. Ah, monsieur, cette fois... Venez, chanteux. Passez là, passez là. Venez là, venez. Vous me faites peur et tout mon sang se fiche. C'est donc ainsi qu'absent vous m'avez obéi, et tous deux de concert, vous m'avez donc trahi. Ne me mangez pas, monsieur, je vous conjure. Ce chien enragé l'a mordu, je m'assure. Je ne puis parler tant je suis prévenu. Je suffoque et voudrais me pouvoir mettre nu. Vous avez donc souffert, ô canaille maudite, qu'un homme soit venu. Tu veux prendre la fuite? Il faut que sur le champ, si tu bouges, je veux que vous me disiez, oui, je veux que tous deux, quiconque remuera par la mort, je la sorte. Quand est-ce que chez moi s'est introduit cet homme? Eh, parlez! Dépêchez, vite, promptement, tout, sans rêver. Veut-on dire? Ah, le cœur me fond. Je meurs. Je suis en eau. Prenons un peu d'haleine. Il faut que je m'évente et que je me promène. Aurais-je deviné, quand je l'ai vu petit, qu'il croîtrait pour cela? Ciel que mon cœur pâtit, je pense qu'il vaut mieux que de sa propre bouche je tire avec douceur l'affaire qui me touche. Tâchons à modérer notre ressentiment. Patience, mon cœur, doucement. Levez-vous. Et rentrant, faites qu'Agnès descende. Arrêtez. Sa surprise en deviendrait moins grande. Du chagrin qui me trouble, il irait l'avertir. Et moi-même, je veux l'aller faire sortir.
que l'on m'attend ici. Mon Dieu, il est terrible. Ses regards m'ont fait peur. Mais une peur horrible. Et jamais je ne vis un plus hideux chrétien. Ce monsieur l'a fâché. Je te le disais bien. Mais que diantre est cela qu'avec tant de rudesse, il nous fait au logis garder notre maîtresse? D'où vient qu'à tout le monde il veut tant la cacher et qu'il ne saurait voir personne en approcher? C'est que cette action le met en jalousie. Mais d'où vient qu'il est pris de cette fantaisie? Cela vient de ce qu'il est jaloux. Oui, mais pourquoi l'est-il? Et pourquoi ce courroux? C'est que la jalousie, entends-tu bien, Georgette, est une chose là qui fait qu'on s'inquiète et qui chasse les gens d'autour d'une maison. Je m'en vais te bailler une comparaison afin de concevoir la chose davantage. Dis-moi, n'est-il pas vrai quand tu tiens ton potage que si quelque affamé venait pour en manger, tu serais en colère et voudrais le charger? Oui, je comprends cela. C'est justement tout comme. La femme est en effet le potage de l'homme. Et quand un homme voit d'autres hommes parfois qui volent dans sa soupe, aller tremper leurs doigts, il en montre aussitôt une colère extrême. Oui, mais pourquoi chacun n'en fait-il pas de même? Et que nous en voyons qui paraissent joyeux lorsque leurs femmes sont avec les vieux monsieur? C'est que chacun n'a pas cette amitié goulue qui n'en veut que pour soi. Si je n'ai la berlue, je le vois qui revient. Tes yeux sont bons, c'est lui. Vois comme il est chagrin. C'est qu'il a de l'ennui. Un certain Grec disait à l'empereur Auguste, comme une instruction utile autant que juste, que lorsqu'une aventure en colère nous met, nous devons avant tout dire notre alphabet. Afin que dans ce temps la bile se tempère et qu'on ne fasse rien que l'on ne doive faire. J'ai suivi sa leçon sur le sujet d'Agnès et je la fais venir dans ce lieu tout exprès, sous prétexte d'y faire un tour de promenade, afin que les soupçons de mon esprit malade puissent sur le discours la mettre adroitement et lui sont dans le cœur s'éclaircir doucement. Venez, Agnès. Rentrez. La promenade est belle. Bonjour. Quelle nouvelle? Le petit chat est mort. C'est dommage, mais quoi, nous sommes tous mortels et chacun est pour soi. Lorsque j'étais au champ, n'a-t-il point fait pluie? Non. Vous ennuyait-il? Jamais je ne m'ennuie. Qu'avez-vous fait encore ces 9 ou 10 jours-ci? 6 chemises, je pense, et 6 coiffes aussi. Le monde, chère Agnès, c'est une étrange chose.
voyez la médisance, et comme chacun cause, quelques voisins m'ont dit qu'un jeune homme inconnu était en mon absence à la maison venu, que vous l'aviez souffert sa vue, et c'est harangue. Je n'ai point pris foi sur ces méchantes langues, et j'ai voulu gager que c'était faussement. Mon Dieu, ne gâchez pas, vous perdriez vraiment. Ah, c'est la vérité qu'un homme... Chose sûre, il n'a presque bougé de chez nous, je vous jure. Cet aveu qu'elle fait avec sincérité me marque pour le moins son ingénuité. Mais il me semble, Agnès, si ma mémoire est bonne, que j'avais défendu que vous ne vissiez personne. Oui, mais quand je l'ai vu, vous ignorez pourquoi. Et vous en auriez fait sans doute autant que moi. Peut-être, mais enfin, contez-moi cette histoire. Elle est fort étonnante et difficile à croire. J'étais sur le balcon à travailler au frais lorsque je vis passer sous les arbres d'auprès un jeune homme bien fait qui, rencontrant ma vue, une noble révérence aussitôt me salue. Moi, pour ne pas manquer à la civilité, je fis la révérence aussi de mon côté. Soudain, il me refait une autre révérence. Moi, j'en refais de même une autre en diligence. Et lui, d'une troisième aussitôt repartant, d'une troisième aussi, j'y repars à l'instant. Il passe, vient, repasse, et toujours de plus belle me fait à chaque fois révérence nouvelle. Et moi qui tous et tout fixement regardais, nouvelle révérence aussi je lui rendais tantôt. Si sur ce point la nuit ne fût venue, toujours comme cela je me serais tenue ne voulant point céder, et recevoir l'envie qu'il me pût estimer moins civil que lui. Fort bien. Le lendemain, étant sous notre porte, une vieille m'aborde en parlant de la sorte. Mon enfant, le bon Dieu puisse-t-il vous bénir et dans tous vos attraits longtemps vous maintenir. Il ne vous a point fait une belle chose qu'il vous donne. Vous avez blessé un cœur qui de s'en plaindre est aujourd'hui forcé. Suppôt de Satan, exécrable d'aller. Maman, j'ai blessé quelqu'un qui joue tout étonné. Oui, dit-elle, blessé, mais blessé tout de bon. Et c'est l'homme qui hier vous vit du balcon. Hélas, qui pourrait, dis-je, en avoir été cause? Sur lui, sans y penser, fis-je choir quelque chose? Non, dit-elle, vos yeux ont fait ce coup fatal, et c'est de leur regard qu'est venu tout son mal. Et mon Dieu! La surprise est fige 100 secondes. Mes yeux ont-ils du mal pour en donner au monde? Oui, dit-elle. Vos yeux, pour causer le trépas, ma fille, ont un venin que vous ne savez pas. En un mot, il languit, le pauvre misérable. Et s'il faut, poursuivit la vieille charitable, que votre cruauté lui refuse un secours, c'est un homme à porter en terre dans 2 jours, mon Dieu. J'en aurais, dis-je, une douleur bien grande, mais pour le secourir, qu'est-ce qu'il me demande? Mon enfant, me dit-elle, il ne veut obtenir que le bien de vous voir et vous entretenir. Vos yeux peuvent de seul empêcher sa ruine et du mal qu'ils ont fait être la médecine. Hélas, volontiers, dis-je, et puisqu'il est ainsi, il peut tant qu'il voudra me venir voir ici. Sorcière maudite, empoisonneuse d'âme, puisse l'enfer payer tes charitables trappes. Voilà comme il me vit et reçut guérison. Vous-même, à votre avis, n'ai-je pas eu raison? Et pouvais-je après tout avoir la conscience de le laisser mourir faute d'une assistance? Moi qui compatis tant aux gens qu'on fait souffrir, et ne puis, sans pleurer, voir un poulet mourir. Tout cela n'est parti que d'une âme innocente, et j'en dois accuser mon absence imprudente, qui sans guide a laissé cette bonté de mœurs exposée aux aguets des rusés séducteurs. Je crains que le pandard, dans ses vœux téméraires, un peu plus fort que je, n'ait poussé les affaires. Qu'avez-vous? Vous grondez, ce me semble un petit. Est-ce que c'est mal fait, ce que je vous ai dit? Non, mais de cette vue, apprenez-moi les suites, et comme le jeune homme a passé ses visites. Hélas, si vous saviez comme il était ravi, comme il perdit son mal sitôt que je le vis,
le présent qu'il m'a fait d'une belle cassette, et l'argent que m'ont eu notre Alain et Georgette. Vous l'aimeriez sans doute et diriez comme nous. Ouais. Mais que faisait-il, étant seul avec vous? Il jurait qu'il m'aimait d'une amour sans seconde, et me disait des mots les plus gentils du monde, des choses que jamais rien ne peut égaler, et dont toutes les fois que je l'entends parler, la douceur me chatouille, et là-dedans remue certain je ne sais quoi. Je suis tout émue. Fâcheux examen d'un mystère fatal où l'examinateur souffre seul tout le mal. Outre tous ces discours, toutes ces gentillesses, ne vous faisait-il point aussi quelques caresses? Non, il me prenait les mains et les bras, et de me les baiser, il n'était jamais là. Ne vous a-t-il point pris, Agnès, quelque autre chose? Et il m'a Quoi? pris Eh? le... Plaît-il? Je n'osais... Vous vous fâcherez peut-être contre moi. Non. Si fait. Oh mon Dieu, non. Jurez donc votre foi. Ma foi, soit. Il m'a pris. Vous serez en colère. Non. Si. Non, 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 non. Diante, que de mystère. Qu'est-ce qu'il vous a pris? Je souffre en damné. Il m'a pris le ruban que vous m'aviez donné. À vous dire le vrai, je n'ai pu m'en défendre. Passe pour le ruban. Mais je voulais apprendre s'il ne vous a rien fait que vous baiser les bras. Comment? Est-ce qu'on fait d'autres choses? Non pas. Mais pour guérir du mal qu'il dit qu'il possède, n'a-t-il point exigé de vous d'autres remèdes? Non. Vous pouvez juger s'il en eût demandé que pour le secourir, j'aurais tout accordé. Grâce aux bontés du ciel, j'en suis quitte à bon compte. Si j'y retombe plus, je veux bien qu'on m'affronte. De votre innocence, Agnès, c'est un effet, je ne vous en dis mot. Ce qui s'est fait est fait. Je sais qu'en vous flattant, le galant ne désire que de vous abuser, et puis après, sans rien. Oh, moi! Il me l'a dit plus de 20 fois à moi. Ah, vous ne savez pas ce que c'est que sa foi. Mais enfin, apprenez qu'accepter des cassettes et de ces beaux blondins, écouter les sornettes, que se laisser par eux à force de langueur, baiser ainsi les mains et chatouiller le cœur, est un péché mortel, des plus gros qu'il se fasse. Un péché, dites-vous? Mais la raison de grâce! La raison, il a prononcé que par ses actions, le ciel est courroucé. Courroucé? Mais pourquoi faut-il qu'il s'en courrouce? C'est une chose, hélas, si plaisante et si douce. J'admire, quelle joie il goûte à tout cela, et je ne savais point encore ces choses-là. Oui, c'est un grand plaisir que toutes ces tendresses, ces propos si gentils et ces douces caresses, mais il faut le goûter en toute honnêteté, et qu'en se mariant, le crime en soit ôté. N'est-ce plus un péché lorsque l'on se marie? Non. Mariez-moi donc promptement, je vous prie. Si vous le souhaitez, je le souhaite aussi. Et pour vous marier, l'on me revoit ici. Est-il possible Oui. que vous me ferez elle? Oui, je ne doute pas que l'hymen ne vous plaise. Vous nous voulez, nous deux? Rien de plus assuré. Que si cela se fait, je vous caresserai. Et la chose sera de ma part réciproque. Je ne reconnais pas pour moi quand on se moque. Parlez-vous de moi? Oui, vous le pourrez voir. Nous serons mariés? Oui. Mais quand? Dès ce soir. Dès ce soir. Dès ce soir, cela vous fait dormir. Oui. Vous voir bien contente est ce que je désire. Hélas, que je vous ai grande obligation, et qu'avec lui, j'aurai de satisfaction. Avec qui? Avec là,
Là. Et là n'est pas mon compte. À choisir un mari, vous êtes un peu prompte. C'est un autre, en un mot, que je vous tiens tout près. Et quant au monsieur là, je prétends, s'il vous plaît, dû le mettre au tombeau le mal dont il vous berce, qu'avec lui, désormais, vous rompiez tout commerce. Que venant au logis, pour votre compliment, vous lui fermiez au nez la porte, honnêtement. Et lui jetant s'il heurte un gré par la fenêtre, l'obligiez tout de bon à ne plus y paraître. M'entendez-vous, Agnès? Moi, caché dans un coin de votre procédé, je serai le témoin. Hélas, il est si bien fait. C'est... Que langage! Je n'aurai pas le cœur. Point de bruit davantage, montez là-haut. Mais quoi? Voulez-vous? C'est assez. Je suis maître, je parle. Allez. Obéissez. Retirez-vous, vous nous importunez. N'entendez pas, mais il a défendu. Tirez-vous. On a revisité trop long. Je sais tous vos discours. Voici ma réponse. Oui, tout a bien été. Ma joie est sans pareil. Vous avez suivi la désordre à merveille. Confondu de tout point le blondin séducteur. Et voilà de quoi sert un sage directeur. Votre innocence, Agnès, avait été surprise. Voyez, sans y penser, où vous vous étiez dit. Vous enfiliez tout droit, sans mon instruction, le grand chemin d'enfer et de perdition. De tous ces taboiseaux, on sait trop les coutumes. Ils ont de beaux canons, fort surlubants, des plumes, et des propos fort doux, vifs là-dessous. Et ce sont vrais satans, dont la gueule altérée de l'honneur féminin cherche à faire curer. Mais encore une fois, grâce aux soins apportés, vous en êtes sorti avec honnêteté. L'air dont je vous ai vu lui jeter cette pierre, qui de tous ses desseins a mis l'espoir par terre, me confirme encore mieux à ne pas différer les noces où j'ai dit qu'il vous faut préparer. Mais avant toute chose, il est bon de vous faire quelques petits discours qui vous soient salutaires. Un siège au frais, ici. Vous, si jamais en rien. De toutes vos leçons, nous nous souviendrons bien. Cet autre monsieur-là nous en faisait à croire, mais... Si l'autre jamais, je veux jamais ne boire. Aussi bien, est-ce un sot? Il nous a l'autre fois donné 2 écus d'or, qui n'étaient pas de poids. Ayez donc pour souper tout ce que je désire. Et pour notre contrat, comme je viens de dire, faites venir ici l'un ou l'autre au retour le notaire, qui loge au coin du carrefour. Agnès, pour m'écouter, laissez là votre ouvrage. Levez un peu la tête et tournez le visage. Là. Regardez-moi là, durant cet entretien. Et jusqu'au moindre mot, imprimez-le ou bien.
Je vous épouse, Agnès, et 100 fois la journée, vous devez bénir l'heure de votre destinée. Contempler la bassesse où vous avez été, et dans le même temps admirer ma bonté qui, de ce vil état de pauvre villageoise, vous fait monter au rang d'honorable bourgeoise et jouir de la couche et des embrassements d'un homme qui fuyait tous ses engagements et dont à 20 parties, fort capable de plaire, le cœur a refusé l'honneur qu'il vous veut faire. Vous devez toujours, dis-je, avoir devant les yeux le peu que vous étiez chancelleux glorieux, afin que cet objet, d'autant mieux, vous instruise à mériter l'état où je vous aurais mis, à toujours vous connaître, à faire qu'à jamais je puisse me louer de l'acte que je fais. Le mariage, Agnès, n'est pas un badinage. À d'austères devoirs, le rang de femme engage. Et vous n'y montez pas à ce que je prétends pour être libertine et prendre du bon temps. Votre sexe n'est là que pour la dépendance. Du côté de la barbe et la toute-puissance. Bien qu'on soit deux moitiés de la société, ces deux moitiés pourtant n'ont pas d'égalité. L'une est moitié suprême et l'autre subalterne. L'une en tout est soumise à l'autre, qui gouverne. Et ce que le soldat, dans son devoir instruit, montre d'obéissance au chef qui le conduit, le valet à son maître, un enfant à son père, à son supérieur le moindre petit frère, n'approche point encore de la docilité, et de l'obéissance, et de l'humilité, et du profond respect, où la femme doit être pour son mari, son chef, son seigneur et son maître. Lorsqu'il jette sur elle un regard sérieux, son devoir, aussitôt, est de baisser les yeux. Et de n'oser jamais le regarder en face que quand d'un doux regard, il lui veut faire grâce. C'est ce qu'entendent mal les femmes d'aujourd'hui. Mais ne vous gâtez pas sur l'exemple d'autrui. Gardez-vous d'imiter ces coquettes vilaines dont par toute la ville on chante les fredelles et de vous laisser prendre aux assauts du malin, c'est-à-dire d'ouïr aucun jeune blondin. Songez qu'en vous faisant moitié de ma personne, c'est mon honneur, Agnès, que je vous abandonne, que cet honneur est tendre et se blesse de peu, que sur un tel sujet, il ne faut point de jeu, et qu'il est aux enfers des chaudières bouillantes où l'on plonge à jamais les femmes malvivantes. Ce que je vous dis là ne sont pas des chansons, et vous devez du cœur dévorer ces leçons. Si votre âme les suit et fuit d'être coquette, elle sera toujours comme un lys, blanche et nette. Mais s'il faut qu'à l'honneur elle fasse un faux mot, elle deviendra alors noire, comme un charbon. Vous paraîtrez à tous un objet effroyable, et vous irez un jour, répartage du diable, bouillir dans les enfers à toute éternité, dont vous veuille garder la céleste bonté. Faites la révérence, ainsi qu'une novice par cœur, dans le couvent, doit savoir son office. Entrant au mariage, il en faut faire autant. Et j'ai là dans ma poche un écrit important qui vous enseignera l'office de la femme. J'en ignore l'auteur, mais c'est quelque bonne âme. Et je veux que ce soit votre unique entretien. Tenez. Voyons un peu si vous le lirez bien. Les maximes du mariage ou les devoirs de la femme mariée avec son exercice journalier. Première maxime, celle qu'un lien honnête fait entrer au lit d'autrui doit se mettre dans la tête. Malgré le train d'aujourd'hui,
Je vous expliquerai ce que ça veut dire. Mais pour l'heure présente, il ne faut rien lire. Deuxième maxime, elle ne doit se parer qu'autant que peut désirer le mari qui la possède. C'est lui que touche seul le soin de sa beauté et pour rien doit être compté que les autres la trouvent laide. Troisième maxime, loin ses études de yad, ses eaux, ses blancs, ses pommades et 1000 ingrédients qui font des teints fleuris. À l'honneur tous les jours, ce sont drogues mortelles et les soins de paraître belles se prennent peu pour les maris. Quatrième maxime, sous sa coiffe en sortant comme l'honneur l'ordonne, il faut que de ses yeux elle étouffe les coups, car pour bien plaire à son époux, elle ne doit plaire à personne. Cinquième maxime, or ceux dont au mari la visite se rend, la bonne règle défend de recevoir aucune âme. Ceux qui, de galante humeur, n'ont affaire qu'à madame, n'accommode pas monsieur. Sixième maxime, il faut des présents des hommes, qu'elles se défendent bien, car dans le siècle où nous sommes, on ne donne rien pour rien. Septième maxime, dans ces meubles, dût-elle en avoir de l'ennui, il ne faut écritoire, encre, papier ni plume. Le mari doit, dans les bonnes coutumes, écrire tout ce qui s'écrit chez lui. Huitième maxime, ces sociétés déréglées qu'on nomme belles assemblées, des femmes tous les jours corrompent les esprits. En bonne politique, on les doit interdire, car c'est là que l'on conspire contre les pauvres maris. Neuvième maxime, toute femme qui veut à l'honneur se vouer doit se défendre de jouer comme d'une chose funeste, car le jeu fort décevant pousse une femme souvent à jouer de tout son reste. Dixième maxime, des promenades du temps au repas qu'on donne au champ. Il ne faut pas qu'elle essaie. Selon les prudents cerveaux, le mari, dans ses cadeaux, est toujours celui qui paye. Onzième maxime,
Vous achèverez seul. Et pas à pas, tantôt, je vous expliquerai ces choses comme il faut. Je me suis souvenu d'une petite affaire. Je n'ai qu'un mot à dire et ne tarderai guère. Rentrez. Et conservez ce livre chèrement. Si le notaire vient, qu'il m'attende un moment. Je ne puis faire mieux que d'en faire ma femme. Ainsi que je voudrais, je tournerai cette âme comme un morceau de cire entre mes mains et je lui puis donner la forme qui me plaît. Il s'en est peu fallu que durant mon absence, on ne m'ait attrapé par son trop d'innocence. Mais il vaut beaucoup mieux à dire vérité que la femme qu'on a pêche de ce côté. De ces sortes d'erreurs, le remède est facile. Toute personne simple aux leçons est docile. Et si du bon chemin on l'a fait écarter, 2 mots incontinents peuvent l'y rejeter. Mais une femme habile est bien une autre bête. Notre sort ne dépend que de sa seule tête. De ce qu'elle s'y met, rien ne la fait gauchir, et nos enseignements ne font là que blanchir. Son bel esprit lui sert à railler nos maximes, à se faire souvent des vertus de ses crimes, et trouver, pour venir à ses coupables fins, des détours, à duper l'adresse des plus fins. Pour se parer du coup, en vain on se fatigue. Une femme d'esprit est un diable en intrigue, et dès que son caprice a prononcé tout bas l'arrêt de notre honneur, il faut passer le pas. Beaucoup d'honnêtes gens en pourraient bien que dire, enfin. Mon étourdi n'aura pas lieu d'en rire. Par son pot de caquet, il a ce qu'il lui faut. Voilà de nos Français l'ordinaire défaut. Dans la possession d'une bonne fortune, le secret est toujours ce qui les importune. Et la vanité sotte a pour eux tant d'appât qu'ils se pendraient plutôt que de ne causer pas. Que les femmes sont du diable bien tentées lorsqu'elles vont choisir ces têtes éventées et que... Mais le voici. Cachons-nous toujours bien et découvrons un peu quel chagrin il sien. Je reviens de chez vous, et le destin me montre qu'il n'a pas résolu que je vous y rencontre, mais j'irai tant de fois qu'enfin quelques moments... Mon Dieu, n'entrons point dans ce vain compliment, rien ne me fâche tant que ces cérémonies. Et si l'on m'en croyait, elles seraient bannies. C'est un maudit usage, et la plupart des gens y perdent sottement les 2 tiers de leur temps. Me prenons sans façon. Eh bien, vos amourettes, puis-je, Seigneur, s'apprendre ou vous remettre? J'étais tantôt distrait par quelques visions, mais depuis là-dessus, j'ai fait réflexion. De vos premiers progrès, j'admire la vitesse, et dans l'événement, mon âme s'intéresse. Ma foi, depuis qu'à vous s'est découvert mon cœur, il est à mon amour arrivé du malheur. Comment ça? La fortune cruelle a ramené des champs le patron de la belle. Quel malheur! Et de plus, à mon très grand regret, il a su de nous deux le commerce secret. Mais d'où diantre a-t-il appris si tôt cette aventure? Je le sais, mais enfin c'est une chose sûre. Je pensais aller rendre à mon heure à peu près ma petite visite à ces jeunes attraits, lorsque changeant pour moi de ton et de visage, et servantes et valets m'ont bouché le passage, et d'un retirez-vous, vous nous importunez, m'ont assez rudement enfermé la porte au nez. La porte au nez? Au nez. La chose est un peu forte. J'ai voulu leur parler au travers de la porte, mais à tous mes propos, ce qu'ils ont répondu, c'est « Vous n'entrerez pas, monsieur l'a défendu ». Ils n'ont pas ouvert. Non. Et de la fenêtre, Agnès m'a confirmé le retour de ce maître en me chassant de là d'un ton plein de fierté, accompagné d'un grès que sa main a jeté. Comment, d'un grès? D'un grès, de taille non petite, dont on a par ses mains régalé ma visite. Attends, ce ne sont pas des prunes que cela, et je trouve fâcheux l'état que vous voilà. Il est vrai, je suis mal par ce retour funeste. Ah, certes, je suis fâché pour vous, je vous proteste. Cet homme me rend tout. Oui. Mais je n'avais rien, et de vous rapprocher, vous trouverez moyen. Il faut bien essayer par quelque intelligence de vaincre du jaloux l'exacte vigilance.
Cela vous est facile, et la fille, après tout, vous aime. Assurément. Vous en reviendrez à vous. Je l'espère. Le grêle vous a mis en déroute, mais cela ne doit pas vous étonner. Sans doute. Et j'ai compris d'abord que mon homme était là, qui, sans se faire voir, conduisait tout cela. Mais ce qui m'a surpris et qui va vous surprendre, c'est un autre incident que vous allez entendre. Un trait hardi qu'a fait cette jeune beauté et qu'on n'attendrait pas de sa simplicité. Il faut avouer, l'amour est un grand maître. Ce qu'on ne fut jamais, il nous enseigne à l'être. Et souvent, de nos mœurs, l'absolu changement devient par ses leçons l'ouvrage d'un moment de la nature en nous. Il force les obstacles et ses effets soudains ont de l'air des miracles. D'un avare, à l'instant, il fait un libéral, un vaillant d'un poltron, un civil d'un brutal. Il rend agile à tout l'âme la plus pesante et donne de l'esprit à la plus innocente. Oui, ce dernier miracle éclate dans Agnès. Car, tranchant avec moi par ces termes exprès, retirez-vous, mon âme aux visites renonce, je sais tous vos discours, et voici ma réponse. Cette pierre, ou ce grès, dont vous vous étonniez, avec un mot de lettre, est tombée à mes pieds. Et j'admire de voir cette lettre ajustée avec le sens des mots et la pierre jetée. D'une telle action, n'êtes-vous pas surpris? L'amour, c'est qu'il pas l'art d'aiguiser les esprits. Et peut-on me nier que ces flammes puissantes ne fassent dans un cœur des choses étonnantes? Que dites-vous du tour et de ce mot d'écrit? Eh, n'admirez-vous pas cette adresse d'esprit? Trouvez-vous pas plaisant de voir quel personnage a joué mon jaloux dans tout ce badinage? Dites... Oui, fort plaisant. Riez-en donc un peu. Cet homme, gendarme d'abord contre mon feu, qui chez lui se retranche et de gré fait parade comme si je voulais entrer par escalade. Qui pour me repousser, dans son bizarre effroi, anime de dedans tous ces gens contre moi. Et qu'abuse à ses yeux par sa machine même, celle qu'il veut tenir dans l'ignorance extrême. Pour moi, je vous l'avoue, encore que son retour en un grand embarras est ici mon amour, je tiens cela plaisant, autant qu'on saurait dire. Je ne puis y songer sans de bon cœur en rire. Et vous n'en riez pas assez, à mon avis. Pardonnez-moi, j'en ris tout autant que je suis. Mais il faut qu'en ami, je vous montre la lettre. Tout ce que son cœur sent sa main a su lui mettre, mais en termes touchants et tout plein de bonté, de tendresse innocente et d'ingénuité, de la manière enfin que la pure nature exprime de l'amour la première blessure. Voilà, fripon à quoi l'écriture te sert, et contre mon dessein, l'art t'en fut découvert. Je veux vous écrire, et je suis bien en peine par où je m'y prendrai. J'ai des pensées que je désirerais que vous sussiez, mais je ne sais comment faire pour vous les dire, et je me défie de mes paroles. Comme je commence à connaître qu'on m'a toujours tenu dans l'ignorance, j'ai peur de mettre quelque chose qui ne soit pas bien et d'en dire plus que je ne devrais. En vérité, je ne sais ce que vous m'avez fait, mais je sens que je suis fâché à mourir de ce qu'on me fait faire contre vous, que j'aurai toutes les peines du monde à me passer de vous et que je serai bien aise d'être à vous. Peut-être qu'il y a du mal à dire cela, mais enfin je ne puis m'empêcher de le dire, et je voudrais bien que cela se pût faire sans qu'il y en eût. On me dit fort que tous les jeunes hommes sont des trompeurs, qu'il ne les faut point écouter, et que tout ce que vous me dites n'est que pour m'abuser. Mais je vous assure que je n'ai pu encore me figurer cela de vous, et je suis si touché de vos paroles que je ne saurais croire qu'elles soient menteuses. Dites-moi franchement ce qui en est, car enfin comme je suis sans malice, vous auriez le plus grand tort du monde si vous me trompiez, et je pense que j'en mourrais de déplaisir. Qu'avez-vous? Rien, c'est que je tousse. Avez-vous jamais vu d'expression plus douce? Malgré les soins maudits d'un injuste pouvoir, le plus beau naturel peut-il se faire voir? N'est-ce pas sans doute un crime punissable de gâter méchamment ce faux d'âme admirable, d'avoir dans l'ignorance et la stupidité voulu de cet esprit étouffer la clarté? L'amour a commencé d'en déchirer le voile. Et si par la faveur de quelque bonne étoile je puis, comme j'espère, à ce franc animal, ce traître, ce bourreau, ce faquin, ce brutal... Adieu. Comment si vite? Il met dans la pensée, venu tout maintenant, une affaire pressée. Mais... Ne songez-vous pas comme on la tient de près?
Qui, dans cette maison, pourrait avoir accès? J'en use sans scrupule, et ce n'est pas à merveille qu'on se puisse, entre amis, servir à l'appareil. Je n'ai plus là-dedans que gens pour m'observer. Et servantes et valets que je viens de trouver n'ont jamais, de quelque art que je m'y sois pu prendre, adouci leur rudesse à me vouloir entendre. J'avais pour de tels coups certaines vieilles en main, d'un génie à vrai dire au-dessus de l'humain. Elle m'a dans la bourse servi de bonne sorte, mais depuis 4 jours, la pauvre femme est morte. Ne pourriez-vous pas ouvrir quelques moyens? Non, vraiment. Et sans moi, vous en trouverez bien. Adieu donc. Vous voyez ce que je vous confie? Comme il faut devant lui que je me mortifie. Quelle peine à cacher mon déplaisir cuisant. Quoi, pour une innocente, un esprit si présent, elle a faim d'être telle à mes yeux, la traîtresse, où le diable, à son âme, a soufflé cette adresse. Enfin, me voilà mort par ce funeste écrit. Je vois qu'il a le traître empaumé son esprit, qu'à ma suppression, il s'est ancré chez elle, et c'est mon désespoir et ma peine mortelle. Je souffre doublement dans le vol de son cœur, et l'amour y pratique aussi bien que l'honneur. J'enrage de trouver cette place usurpée, et j'enrage de voir ma prudence trompée. Je sais que pour punir son amour libertin, je n'ai qu'à laisser faire à son mauvais destin, que je serai vengé d'elle par elle-même. Mais il est bien fâcheux de perdre ce qu'on aime. Ciel! Puisque pour un choix j'ai tant philosophé, faut-il de ses appas m'être si fort coiffé? Elle n'a ni parents, ni support, ni richesse. Elle trahit mes soins, mes bontés, ma tendresse. Et cependant, je l'aime après ce lâche tour, jusqu'à ne pouvoir passer de cet amour. Sot, n'as-tu point de honte? Je crève, j'enrage, et je souffletterai 1000 fois mon visage. Je veux entrer un peu, mais seulement pour voir quelle est sa contenance, après un trait si noir. Ciel, faites que mon front soit exempt de disgrâce. Ou bien s'il est écrit qu'il faille que j'y passe, donnez-moi tout au moins pour de tels accidents la constance qu'on voit à de certaines gens.
J'ai peine, je l'avoue, à demeurer en place, et de mille soucis mon esprit s'embarrasse, pour pouvoir mettre un ordre et dedans et dehors, qui du god de l'Uro rompt tous les efforts. De quel œil la traîtresse a soutenu ma vue, de tout ce qu'elle a fait, elle n'est point émue, et bien qu'elle me mette à deux doigts du trépas, on dirait à la voir qu'elle n'y touche pas. Plus en la regardant, je la voyais tranquille, plus je sentais en moi s'échauffer une bile, et ces bouillants transports dont s'enflammait mon cœur, y semblaient redoubler mon amoureuse ardeur. J'étais aigri, fâché, désespéré contre elle, et cependant jamais je ne la vis si belle, jamais ses yeux aux miens n'ont paru si perçants, jamais je n'eus pour eux de désir si pressant, et je sens là-dedans qu'il faudra que je crève, si de mon triste sort la disgrâce s'achève. Quoi, j'aurais dirigé son éducation avec tant de tendresse et de précaution. Je l'aurais fait passer chez moi dès son enfance, et j'en aurais chéri la plus tendre espérance. Mon cœur aura bâti sur ses attraits naissants, et cru la mitonner pour moi durant 13 ans, afin qu'un jeune fou, dont elle s'amourache, me la vienne enlever jusque sous la moustache, lorsqu'elle est avec moi, mariée à demi. Non, parbleu, non, parbleu. Petit chon, mon ami, vous aurez beau tourner, où j'y perdrai mes peines, où je rendrai ma foi vos espérances vaines. Et de moi tout à fait, vous ne vous rirez point. Le voilà. Bonjour, me voici tout à point pour dresser le contrat que vous souhaitiez faire. Comment faire? Il le faut dans la forme ordinaire. À mes précautions, je veux songer de près. Je ne passerai rien contre vos intérêts. Il se faut garantir de toutes les surprises. Suffit qu'entre mes mains vos affaires soient mises. Il ne vous faudra point, de peur d'être déchu, quitter le contrat que vous n'ayez reçu. J'ai peur, si je vais faire éclater quelque chose, que de cet incident par la ville on ne cause. Il est aisé d'empêcher cet éclat et l'on peut en secret faire votre contrat. Mais comment faudra-t-il qu'avec elle qu'on sorte? Le douaire se règle bien qu'on vous apporte. Je l'aime et cet amour est mon grand embarras. On peut avantager une femme en ce cas. Quel traitement lui faire en pareille aventure? L'ordre est que le futur doit douer la future du tiers du dot qui est là, mais cet ordre n'est rien et l'on va plus avant lorsque l'on le veut bien. Si... Pour le préciput, ils les regardent ensemble. Je dis que le futur peut, comme bon lui semble, douer la future. Il peut l'avantager lorsqu'il l'aime beaucoup et qu'il veut l'obliger, et cela par douaire ou préfixe qu'on appelle, qui demeure perdu par le trait d'icelle, ou sans tour qui va de la dite à ses voir, ou coutumier selon les différents vouloirs, ou par donation. Dans le contrat formel qu'on fait, ou pur et simple, ou qu'on fait mutuel. Oh, pourquoi hausser le dos? Et ce qu'on parle en fait et que l'on ne sait pas les formes d'un contrat? Qui me les apprendra? Personne, je présume. C'est-ce pas qu'étant joint on y par la coutume? Comment un meuble bien, meubles et conquêtes, à moins que par un acte on y renonce exprès? C'est-ce pas que le tiers du bien de la future en tant que communauté pour... Oui, c'est chose sûre. Vous savez tout cela. Et qui vous en dit bon? Vous, qui me prétendez faire passer pour soi en me haussant l'épaule et faisant la grimace. La peste soit fait l'homme et sa chienne de face. Adieu. C'est le moyen de vous faire finir. Pour dresser un contrat, n'a-t-on pas fait venir? Oui, je vous ai mandé. Mais la chose est remise. Et l'on vous mandera quand l'heure sera prise. Voyez quel diable d'homme avec son entretien. Je pense qu'il en tient, et je crois qu'on sait bien. N'êtes-vous pas venu quérir pour votre maître? Oui. J'ignore pour qui vous le pouvez connaître, mais allez de ma part lui dire de ce pas que c'est un fou fiefé. Nous n'y manquerons pas. Approchez-vous, vous êtes mes fidèles, mes bons, mes vrais amis. Et j'en sais des nouvelles. Le notaire. Laissons,
c'est pour quelque autre jour. On veut, à mon honneur, jouer d'un mauvais tour. Et quel affront pour vous, mes enfants, pourrait être, si l'on avait coté l'honneur à votre maître. Vous oseriez après paraître en un endroit, et chacun, vous voyant, vous montrerait du doigt. Donc, puisqu'autant que moi l'affaire vous regarde, il me faut, de votre part, faire une telle garde que ce galant ne puisse en aucune façon... Vous nous avez tantôt montré notre leçon. Mais à ces beaux discours, gardez bien de vous rendre... Oh, vraiment? Nous savons comme il faut s'en défendre. Et s'il venait doucement... Alain, mon pauvre cœur, par un peu de secours, soulage ma langueur. Vous êtes un sot! Bon. Georgette, ma mignonne, tu me parais si douce et si bonne personne. Vous êtes un nigo. Bon. Quelle main trouves-tu dans un dessin honnête et tout plein de vertus? Vous êtes un fripon! Fort bien. Ma morsure, si tu ne prends pitié des peines que j'endure. Vous êtes un bonnet, un impudent. Fort bien. Je ne suis pas homme à vouloir rien pour rien. Je sais quand on me sert en garder la mémoire. Cependant, par avance, Alain, voilà pour boire. Et voilà pour t'avoir, Georgette, un cotillon. Ce n'est de mes bienfaits qu'un simple échantillon. Toute la courtoisie, enfin, dont je vous presse, c'est que je puisse voir votre belle maîtresse. Attends. Bon, voilà, c'est assez. Je pas comme il faut. Est-ce de la façon que vous voulez l'entendre? Oui, fort bien. Or, l'argent qu'il ne fallait pas prendre. Nous ne nous sommes pas souvenus de ce point. Voulez-vous qu'à l'instant, nous recommencions? Point, suffit. Rentrez tous deux. Vous n'avez rien qu'à dire. Non, vous dis rentrez, puisque je le désire. Je vous laisse l'argent. Allez, je vous rejoins. Ayez bien l'œil à tout et secondez mes soins. Je veux, pour espion qui soit d'exacte vue, prendre le savetier du coin de notre rue. Dans la maison, toujours, je prétends la tenir. Y faire bonne garde. Et surtout en bannir vendeuse de rubans, perruquière, coiffeuse, faiseuse de mouchoirs, grandière, revendeuse, tous ces gens qui, sous main, travaillent chaque jour à faire réussir les mystères d'amour. Enfin... J'ai vu le monde et j'en sais les finesses. Il faudra que mon homme ait de grandes adresses si message ou poulet de sa part peut entrer. La presse m'est heureuse à vous y rencontrer. Je viens d'échapper bien belle, je vous jure. Au sortir d'avec vous, sans prévoir l'aventure, seul dans son balcon, j'ai vu paraître Agnès, qui des arbres prochains prenait un peu le frais. Après m'avoir fait signe, elle a su faire en sorte, descendant au jardin, de m'en ouvrir la porte. Mais à peine tous deux dans sa chambre étions-nous, qu'elle a sur les degrés entendu son jaloux. Et tout ce qu'elle a pu dans un tel accessoire, c'est de me renfermer dans une grande armoire. Il est entré d'abord. Je ne le voyais pas, mais je le voyais marcher sans rien dire, à grands pas, poussant de temps en temps des soupirs pitoyables et donnant quelquefois de grands coups sur les tables, frappant un petit chien qui pour lui s'émouvait et jetant brusquement les hardes qu'il trouvait. Il a même cassé d'une main mutinée 2 vases dont la belle ornesse acheminée. Et sans doute il faut bien qu'à ce bec cornu, du trait qu'elle a joué quelques jours soit venu. Enfin, après 100 tours, ayant de la manière sur ce qui n'en peut mais décharger sa colère, mon jaloux, inquiet sans dire son ennui, est sorti de la chambre, et moi de mon étui. Nous n'avons pas voulu, de peur du personnage, risquer à nous tenir ensemble davantage. C'était trop hasardé.
Mais je dois, cette nuit, dans sa chambre un peu tard, m'introduire sans bruit. En toussant par 3 fois, je me ferai connaître, et je dois au signal voir ouvrir la fenêtre, dont avec une échelle, et secondé d'Agnès, mon amour tâchera de me gagner l'accès. Comme à mon seul ami, je veux bien vous l'apprendre. L'allégresse du cœur s'augmente à la répandre. Écoute à ton sang-fin un bonheur trop parfait. On n'en est pas content si quelqu'un ne le sait. Vous prendrez part, je pense, à l'heure de mes affaires. Adieu, je vais songer aux choses nécessaires. Quoi? L'astre qui s'obstine à me désespérer ne me donnera pas le temps de respirer. Coup sur coup, je verrai par leur intelligence de mes soins vigilants confondre la prudence. Et je serai la dupe, en ma maturité, d'une jeune innocente et d'un jeune éventé. En sage philosophe, on m'a vu 20 années contempler des maris les tristes destinées et m'instruire avec soin de tous les accidents qui font dans le malheur tomber les plus prudents. Des disgrâces d'autrui profitant dans mon âme, j'ai cherché les moyens, voulant prendre une femme, de pouvoir garantir mon front de tous affronts et le tirer de perte avec les autres fonds. Pour ce noble dessein, j'ai cru mettre en pratique tout ce que peut trouver l'humaine politique. Et comme si du sort, il était arrêté que nul homme ici-bas n'en serait exempté, après l'expérience et toutes les lumières que j'ai pu m'acquérir dessus cette matière, après 20 ans et plus de méditation, pour me conduire en tout avec précaution, de tant d'autres maris, j'aurais quitté la trace pour me trouver après dans la même disgrâce. Bourreau du destin, vous en aurez menti. De l'objet qu'on poursuit, je suis encore nanti. Si son cœur m'est volé par ce blondin funeste, j'empêcherai du moins qu'on s'empare du reste. Et cette nuit qu'on prend pour ce galant exploit ne se passera pas si doucement qu'on croit. Je n'ai quelques plaisirs, parmi tant de tristesse, que l'on me donne avis du piège qu'on me dresse, et que cet étourdi qui veut m'être fatal fasse son confident de son propre rival. Eh bien, souperons-nous avant la promenade? Non, je jeûne ce soir. D'où vient cette boutade? De grâce, excusez-moi, j'ai quelque autre embarras. Votre hymen résolu ne se fera-t-il pas? C'est trop s'inquiéter des affaires des autres. Oh, si brusquement. Quels chagrins sont les vôtres? Serait-il point compère à votre passion? Arrivé quelque peu de tribulation? Je ne jurerais presque à voir votre visage. Quoi qu'il m'arrive, au moins aurais-je l'avantage de ne pas ressembler à de certaines gens qui souffrent doucement l'approche des galants. C'est un étrange fait qu'avec tant de lumière, vous vous effarouchiez toujours sur ces matières. Quand cela vous mettiez le souverain bonheur et ne conceviez point au monde d'autre honneur. Être avare, brutal, fourbe, méchant et lâche n'est rien, à votre avis, auprès de cette tâche. Et de quelque façon qu'on puisse avoir vécu, on est homme d'honneur quand on n'est point cocu. À le bien prendre, au fond, pourquoi voulez-vous croire que de ce cas fortuit dépend de notre gloire, et qu'une âme bien née est à se reprocher l'injustice d'un mal qu'on ne peut empêcher? Et pourquoi voulez-vous, dis-je, en prenant une femme, qu'on soit digne à son choix de louange ou de blâme, et qu'on saille former un monstre plein d'effroi de l'affront que nous fait son manquement de foi? Mettez-vous dans l'esprit qu'on peut, du cocuage, se faire en galant homme une plus douce image. Que des coups du hasard, aucun n'étant garant, cet accident de soi doit être indifférent. Et qu'enfin tout le mal, quoique le monde glose, n'est que dans la façon de recevoir la chose. Et pour se bien conduire en ces difficultés, il faut comme en tout fuir les extrémités. N'imitez pas ces gens un peu trop débonnaires qui tirent vanité de ces sortes d'affaires. De leurs femmes toujours vont, citant les galants, en font partout l'éloge et prônent leur talent, témoignent avec eux d'étroites sympathies, sont de tous leurs cadeaux, de toutes leurs parties, et font qu'avec raison, les gens sont étonnés de voir leur hardiesse à montrer là leur nez.
Ce procédé, sans doute, est tout à fait blâmable, mais l'autre extrémité n'est pas moins condamnable. Si je n'approuve pas ces amis des galants, je ne suis pas aussi pour ces gens turbulents dont l'imprudent chagrin qui tempête et qui gronde attire au bruit qu'il fait les yeux de tout le monde et qui, par cet éclat, semble ne pas vouloir qu'aucun puisse ignorer ce qu'ils peuvent avoir. Entre ces deux parties, il en est un honnête, où dans l'occasion l'homme prudent s'arrête, et quand on le sait prendre, on n'a point à rougir du pis dont une femme avec nous puisse agir. Pas qu'on en puisse dire, enfin, le cocuage, sous des traits moins affreux, aisément sans visage, et comme je vous dis, toute l'habileté ne va qu'à le savoir tourner du bon côté. Après ce beau discours, toute la confrérie doit un remerciement à votre seigneurie. Et quiconque voudra vous entendre parler montrera de la joie à s'y voir enrôler. Je ne dis pas cela car c'est ce que je blâme. Mais comme c'est le sort qui nous donne une femme, je dis que l'on doit faire ainsi qu'au jeu de dés, où s'il ne vous vient pas ce que vous demandez, il faut jouer d'adresse et d'une âme réduite, corriger le hasard par la bonne conduite. C'est-à-dire dormir et manger toujours bien, et se persuader que tout cela n'est rien. Vous pensez vous moquer? À ne vous rien feindre, dans le monde, je vois 100 choses plus à craindre, et dont je me ferais en bien plus grand malheur que de cet accident qui vous fait tant de peur. Pensez-vous qu'à choisir de 2 choses prescrites, je n'aimasse pas mieux être ce que vous dites, que de me voir mari de ces femmes de bien dont la mauvaise humeur fait un procès sur rien, ces dragons de vertu, ces honnêtes diablesses, se retranchant toujours sur leur sage prouesse, qui, pour un petit tort qu'elles ne nous font pas, prennent droit de traiter les gens de haut en bas et veulent, sur le pied de nous être fidèles, que nous soyons tenus à tout endurer d'elles. Encore un coup qu'on perd, apprenez qu'en effet, le cocuage n'est que ce que l'on le fait. On peut le souhaiter pour de certaines causes et qu'il a ses plaisirs comme les autres choses. Si vous êtes d'humeur à vous en contenter, quant à moi, ce n'est pas la mienne d'en tenter. Et plutôt que subir une telle aventure... Oh mon Dieu, ne jurez point de peur d'être parjure. Si le sort l'a réglé, vos soins sont superflus et l'on ne prendra pas votre avis là-dessus. Moi, je serai cocu. Vous voilà bien malade. 1000 gens le sont bien sans vous faire bravade, qui de mine, de cœur, de bien et de maison ne ferait avec vous nulle comparaison. Et moi, je n'en voudrais avec eux faire aucune. Mais cette raillerie, en un mot, m'importune. Brisons-la, s'il vous plaît. Vous êtes en cours, nous en saurons la cause. Adieu. Souvenez-vous, quoique sur ce sujet votre honneur vous inspire, que c'était à demi ce que l'on vient de dire que de vouloir jurer qu'on ne le sera pas. Moi, je le jure encore, et je vais de ce pas contre cet accident trouver un bon remède. Mes amis, c'est ici que j'implore votre aide. Je suis édifié de votre affection, mais il faut qu'elle éclate en cette occasion. Et si vous m'y servez selon ma confiance, vous êtes assuré de votre récompense. L'homme que, vous savez, n'en faites pas de bruit, veut, comme je l'ai su, m'attraper cette nuit dans la chambre d'Agnès, entrer par escalade. Mais il lui faut, nous trois, dresser une embuscade. Je veux que vous preniez chacun un bon bâton. Et quand il sera près du dernier échelon, car dans le temps qu'il faut, j'ouvrirai la fenêtre, que tous deux, à l'envie, vous me chargiez de ce maître, mais d'un air dont son dos garde le souvenir, et qu'il lui puisse apprendre à n'y plus en venir. Sans me nommer pourtant en aucune manière, ni faire aucun semblant que je serai derrière. Aurez-vous bien l'esprit de servir mon courroux? S'il ne tient qu'à frapper, monsieur, tout est à nu. Vous verrez quand je blague. Si j'y vais de main morte. La mienne, quoique aux yeux elle n'est pas si forte, n'en quitte pas sa part à le bien étrier. Rentrez donc. Et surtout, gardez de m'habiller. Voilà pour le prochain une leçon utile. Et si tous les maris qui sont en cette ville de leurs femmes ainsi recevaient le galant, le nombre des cocus ne serait pas si grand.
maître, qu'avez-vous fait par cette violence? Nous vous avons rendu, monsieur, obéissance. De cette excuse, en vain, vous voulez vous armer. L'ordre était de le battre et non de l'assommer. Et c'était sur le dos et non pas sur la tête que j'avais commandé qu'on fit choir la tempête. Ciel, dans quel accident me jette ici le sort, et que puis-je résoudre à voir cet homme mort? Rentrez dans la maison et gardez de rien dire de cet ordre innocent que j'ai pu vous prescrire. Le jour s'en va paraître, et je vais consulter comment dans ce malheur je me dois comporter. Hélas, que deviendrai-je? Et que dira le père lorsqu'inopinément il saura cette affaire? Il faut que j'aille un peu reconnaître qui c'est. Eût-on jamais prévu? Dis-moi là, s'il vous plaît. C'est vous, Seigneur Arnolphe? Oui, mais vous? C'est Horace! Je m'en allais chez vous, vous prier d'une grâce. Vous sortez bien matin. Quelle confusion! Est-ce un enchantement? Est-ce une illusion? J'étais à dire vrai dans une grande peine, et je bénis du ciel la bonté souveraine qui fait qu'après nommer je vous rencontre ainsi. Je viens vous avertir que tout a réussi. Et même beaucoup plus que je ne osais dire, et par un incident qui devait tout détruire. Je ne sais point par où l'on a pu soupçonner cette assignation qu'on m'avait su donner. Mais étant sur le point d'atteindre la fenêtre, j'ai, contre mon espoir, vu quelques gens paraître, qui sur moi, brusquement levant chacun le bras, m'ont fait manquer le pied et tomber jusqu'en bas. Et ma chute, aux dépens de quelques meurtrissures, de 20 coups de bâton, m'a sauvé l'aventure. Ces gens-là, dont était, je pense, mon jaloux, ont imputé ma chute à l'effort de leur coup. Et comme la douleur en un si long espace m'a fait, sans remuer, demeurer sur la place, ils ont cru tout de bon qu'ils m'avaient assommé. Et chacun d'eux s'en est aussitôt alarmé. J'entendais tout leur bruit dans le profond silence. L'un l'autre, ils s'accusaient de cette violence. Et sans lumière aucune, en querellant le sort, sont venus doucement tâter si j'étais mort. Je vous laisse à penser si dans la nuit obscure j'ai d'un vrai trépassé su tenir la figure. Ils se sont retirés avec beaucoup d'effroi. Et comme je songeais à me retirer, moi, de cette feinte mort, la jeune Agnès émue, avec empressement et de vers moi venue. Car les discours qu'entre eux ces gens avaient tenus, jusque à son oreille, étaient d'abord venus. Et pendant tout ce trouble, étant moins observée, du logis, aisément, elle s'était sauvée. Mais, me trouvant sans mal, elle a fait éclater un transport difficile à bien représenter. Que vous dirais-je enfin? Cette aimable personne a suivi les conseils que son amour lui donne, n'a plus voulu songer à retourner chez soi, et de tout son destin s'est commise à ma foi. Considérez un peu par ce trait d'innocence où l'expose dans un fou la haute impertinence. Et quel fâcheux péril elle pourrait courir si j'étais maintenant homme à la moins chérir. Mais d'un trop pur amour mon âme est embrasée. J'aimerais mieux mourir que l'avoir abusée. Je lui vois des appas dignes d'un autre sort, et rien ne m'en sera séparé que la mort. Je prévois là-dessus l'emportement d'un père, mais nous prendrons le temps d'apaiser sa colère. À des charmes si doux je me laisse emporter, et dans la vie, enfin, il se faut contenter. Ce que je veux de vous, sous un secret fidèle, c'est que je puisse mettre en vos mains cette belle, que dans votre maison, en faveur de mes frères, vous me donniez retraite au moins un jour ou deux. Outre qu'aux yeux du monde, il faut cacher sa fuite, et qu'on en pourra faire une exacte poursuite. Vous savez qu'une fille aussi, de sa façon, donne avec un jeune homme un étrange soupçon. Et comme c'est à vous, sûr de votre prudence, que j'ai fait de mes feux entière confidence, c'est à vous seul aussi, comme ami généreux, que je puis confier ce dépôt amoureux. Je suis, n'en doutez pas, tout à votre service. Vous voulez bien me rendre un si charmant office? C'est volontiers, vous dis-je, et je me sens ravir de cette occasion que j'ai de vous servir. Je rends grâce au ciel de ce qu'il me l'envoie, et n'ai jamais rien fait avec si grande loi. Que je suis redevable à toutes vos beautés. J'avais de votre part craint des difficultés, mais vous êtes du monde, et dans votre sagesse, vous avez excusé le feu de la jeunesse. Un de mes gens la garde au coin de ce détour. Mais
Comment font-nous? Car il fait un peu jour. Si je la prends ici, l'on me verra peut-être. Et s'il faut que chez moi, vous veniez apparaître, des valets causeront. Pour jouer au plus sûr, il faut me l'amener dans un lieu plus obscur. Mon allée est commode et je l'y vais attendre. Ce sont précautions qu'il est fort bon de prendre. Pour moi, je ne ferai que vous la mettre en main, et chez moi, sans éclat, je retourne soudain. Ah, fortune, ce trait d'aventure propice répare tous les maux que m'a fait ton caprice. Ne soyez point en peine où je vais vous mener. C'est un logement sûr que je vous fais donner. Vous loger avec moi, ce serait tout détruire. Entrez dans cette porte et laissez-vous conduire. Pourquoi me quittez-vous? Chère Agnès, il le faut. Songez donc, je vous prie, à revenir bientôt. J'en suis assez pressé par ma flamme amoureuse. Quand je ne vous vois point, je ne suis point joyeux. Hors de votre présence, on me voit triste aussi. Hélas, s'il était vrai que vous resteriez ici. Quoi, vous pourriez douter de mon amour extrême? Non, vous ne m'aimez pas autant que je vous aime. Ah, j'en retire trop. C'est qu'il est dangereux, chère Agnès, qu'en ce lieu nous soyons vus tous deux. Et le parfait ami, de qui la main vous presse, suis-le que pour nous l'intéresse. Mais suivre un inconnu que... N'appréhendez rien, entre de telles mains, vous ne serez que bien. Je me trouverais mieux entre celles d'Horace et Genève. Attendez. Adieu, le jour me chasse. Quand verrai-je donc? Bientôt, assurément. Quand je vais m'ennuyer jusqu'à ce moment. Grâce au ciel, mon bonheur n'est plus en concurrence et je puis maintenant dormir en assurance. Venez, ce n'est pas là que je voulais trouver. Votre gîte ailleurs est par moi préparé. Je prétends en lieu sûr mettre votre personne. Me connaissez-vous? Mon visage friponne en cette occasion rend vos sens effrayés. Et c'est à contre-cœur qu'ici vous me voyez. Je trouble en ces projets l'amour qui vous possède. N'appelez point des yeux le galant à votre aide. Il est trop éloigné pour vous donner secours. Ah! Si jeune encore, vous jouez de ces tours. Votre simplicité, qui semble sans pareil, demande si l'on fait les enfants par l'oreille, et vous savez donner des rendez-vous la nuit. Et pour suivre un galant, vous évadez sans bruit. Que, comme avec lui, votre langue cajole, il faut qu'on vous ait mis à quelque bonne école. Qui entre tout d'un coup vous en attend appris. Vous ne craignez donc plus de trouver des esprits. Et ce galant, la nuit, vous a donc hardi, coquine. En venir à cette perfidie, malgré tous mes bienfaits, former un tel dessein. Petit serpent que j'ai réchauffé dans mon sein, et qui, dès qu'il se sent par une humeur ingrate, cherche à faire du mal à celui qu'il flatte. Pourquoi me criez-vous? J'ai grand tort, en effet. Je n'entends point de mal dans tout ce que j'ai fait. Suivre un galant n'est pas une action infâme. C'est un homme qui dit qu'il me veut pour sa femme. J'ai suivi vos leçons, et vous m'avez prêché qu'il se faut marier pour ôter le péché. Oui, mais pour femme, moi, je prétendais vous prendre. Et je vous l'avais fait, me semble, assez entendre. Oui, mais à vous parler franchement entre nous, il est plus pour cela, selon mon goût, que vous. Chez vous, le mariage est fâcheux et pénible, et vos discours en font une image terrible. Mais hélas, il le fait, lui, si rempli de plaisir, que de se marier, il donne des désirs. C'est que vous l'aimez, Tétresse. Oui, je l'aime. Et vous avez le fond de le dire à moi-même. Pourquoi, s'il est vrai, ne le dirais-je pas? Le deviez-vous aimer? Impertinente. Hélas, c'est ce que j'en puis mais lui seul en est la cause, et je n'y songeais pas lorsque se fit la chose. Mais il fallait chasser cet amoureux désir. Le moyen de chasser ce qui fait du plaisir. Et ne saviez-vous pas que c'était me déplaire? Moi? Point du tout. Quel mal cela vous peut-il faire? Il est vrai, j'ai sujet d'en être réjoui. Vous ne m'aimez donc pas, à ce compte? Vous? Oui. Hélas, non. Comment?
Pourquoi ne pas m'aimer, madame l'impudente? Mon Dieu, ce n'est pas moi que vous devez blâmer. Que ne vous êtes-vous comme lui fait aimer? Je ne vous en ai pas empêché, que je pense. Je m'y suis efforcé de toute ma puissance, mais les soins que j'ai pris, je les ai perdus tous. Vraiment, il en sait donc là-dessus plus que vous, car à se faire aimer, il n'a point eu de peine. Voyez comme résonne et répond la vilaine. Peste, une précieuse, en dirait-elle plus. Ah, je l'ai mal connue. Ou ma foi, là-dessus, une sentence est plus que le plus habile homme. Puisqu'en raisonnement, votre esprit se consomme, la belle raisonneuse, est-ce qu'en si longtemps je vous aurai pour lui nourri à mes dépens? Non, il vous rendra tout jusqu'au dernier double. Elle a de certains mots où mon dépire double. Me rendra-t-il, coquine, avec tout son pouvoir, les obligations que vous pouvez m'avoir? Je ne vous en ai pas de si grande confiance. N'est-ce rien que les soins d'élever votre enfance? Vous avez là-dedans bien opéré, vraiment. Et m'avez fait en tout instruire joliment. Croit-on que je me flatte? Et qu'enfin dans ma tête, je ne juge pas bien que je suis une bête? Moi-même, j'en ai honte. Et dans l'âge où je suis, je ne veux plus passer pour sotte, si je puis. Vous fuyez l'ignorance et voulez, quoi qu'il coûte, apprendre du blondin quelque chose. Sans doute. C'est de lui que je sais ce que je puis savoir. Et beaucoup plus qu'à vous, je t'en suis devoir. Oh, je ne sais qui me tient qu'avec une gourmade. Ma main de ce discours ne vante la bravade. J'enrage quand je vois sa piquante froideur. Et quelques coups de poing satisferaient mon cœur. Hélas! Vous le pouvez si cela peut vous plaire. Ce mot et ce regard désarment ma colère et produit un retour de tendresse de cœur qui de son action m'efface la noirceur. Chose étrange d'aimer, et que pour ces traîtresses, les hommes soient sujets à de telles faiblesses. Tout le monde connaît leur imperfection, ce n'est qu'extravagance et qu'indiscrétion. Leur esprit est méchant et leur âme fragile. Il n'est rien de plus faible et de plus imbécile, rien de plus infidèle. Et malgré tout cela, dans le monde, on fait tout pour ces animaux-là. Eh bien, faisons la paix, va. Petite traîtresse, je te pardonne tout et te rends ma tendresse. Considère par là l'amour que j'ai pour toi. Et me voyant si bon, en revanche, aime-moi. Du meilleur de mon cœur, je voudrais vous complaire. Que me coûterait-il si je le pouvais faire? Mon pauvre petit bec, tu le peux si tu veux. Écoute seulement ce soupir amoureux. Ou un sort garnois. Contemple ma personne et quitte ce morveux, et l'amour qu'il te donne, c'est quelque sort qu'il faut qu'il ait jeté sur toi, et tu seras 100 fois plus heureuse avec moi. Ta forte passion est d'être brave et leste. Tu le seras toujours, va, je te le proteste, sans cesse, nuit et jour, je te caresserai, je te bouchonnerai, baiserai, mangerai, et tout comme tu voudras, tu pourras te conduire. Je ne m'explique pas, et cela, c'est tout dire. Jusqu'où la passion peut-elle faire aller? Enfin, à mon amour, rien ne peut s'égaler. Quelle preuve veux-tu que je t'en donne, ingrate? Me veux-tu voir pleurer? Veux-tu que je me batte? Veux-tu que je m'arrache un côté de cheveux? Veux-tu que je me tue? Oui, si tu le veux, je suis tout prêt, cruel, à te prouver ma flamme. Tenez, tous vos discours ne me touchent point l'âme. Horace, avec 2 mots, en ferait plus que vous. C'est trop me braver, trop pousser mon courroux. Je suivrai mon dessein, bête trop indocile, et vous dénicherez à l'instant de la ville. Vous rebutez mes vœux et me poussez à bout, mais un cul de couvent me vengera le tout. Je ne sais ce que c'est, monsieur, mais il me semble qu'Agnès et le corps mort s'en sont allés ensemble. La voici, dans ma chambre, allez me nanicher. Ce ne sera pas là qu'il me viendra chercher. Et puis, c'est seulement pour une demi-heure. Je vais, pour lui donner une sûre demeure, plusieurs une voiture. Enfermez-vous des mieux, et surtout, gardez-vous de l'acuité des yeux. Peut-être que son âme étant dépaysée, pourra de cet amour être désabusée. Je viens vous
trouvé accablé de douleur. Le ciel, Seigneur Arnolphe, a conclu mon malheur. Et par un trait fatal d'une injustice extrême, on me veut arracher de la beauté que j'aime. Pour arriver ici, mon père a pris le frais. J'ai trouvé qu'il mettait pied à terre ici près. Et la cause, en un mot, d'une telle venue qui, comme je disais, ne m'était pas connue, c'est qu'il m'a marié sans m'en écrire rien. Et qu'il vient en ce lieu célébrer ce lien. Jugez en prenant part à mon inquiétude s'il pouvait m'arriver un contretemps plus rude. C'est Henri dont hier je m'informe et avoue cause tout le malheur dont je ressens les coups. Il vient avec mon père achever ma ruine. Et c'est sa fille unique à qui l'on me destine. J'ai dès leurs premiers mots pensé m'évanouir. Et d'abord, sans vouloir plus longtemps les ouïr, mon père ayant parlé de vous rendre visite, l'esprit plein de frayeur, je l'ai devancé vite. De grâce, gardez-vous de lui rien découvrir de mon engagement qu'il pourrait aigrir. Et tâchez, comme en vous il prend en grande créance, de le dissuader de cette autre alliance. Oui, là. Conseillez-lui de différer un peu, et rendez en ami ce service à mon fait. Je n'y manquerai pas. C'est en vous que j'espère. Trop bien. Et je vous tiens mon véritable père. Dites-lui que mon âge... Oh, je le vois venir. Écoutez les raisons que je vous puis fournir. Je vous ai vu paraître, quand on n'eût rien dit, j'aurais su vous connaître. Je vous vois tous les traits de cette aimable sœur dont l'hymen autrefois m'avait fait possesseur. Et je serais heureux si la Parque cruelle m'eût laissé ramener cette épouse fidèle pour jouir avec moi des sensibles douceurs, de revoir tous les siens après nos longs malheurs. Hein? Puisque du destin la fatale puissance nous prive pour jamais de sa chère présence, tâchons de nous résoudre et de nous contenter du seul fruit amoureux qui m'en ait pu rester. Il vous touche de près, et sans votre suffrage, j'aurais tort de vouloir disposer de ce gage. Le choix du fils de Ronde est glorieux de soi, mais il faut que ce choix vous plaise autant qu'à moi. C'est de mon jugement avoir mauvaise estime que douter si j'approuve un choix si légitime. Oui, mais de servir de la bonne façon. Gardez encore un peu. N'ayez aucun soupçon. Oh! Que cette embrassade est pleine de tendresse. Que je sens à vous voir une grande allégresse. Je suis ici venu... Sans m'en faire récit, je sais ce qui vous mène. On vous l'a déjà dit? Oui. Tant mieux. Votre fils à cet hymen résiste et son cœur prévenu n'y voit rien que de triste. Il m'a même prié de vous en détourner. Et moi, tout le conseil que je vous puis donner, c'est de ne pas souffrir que ce nœud se diffère et de faire valoir l'autorité d'un père. Il faut avec vigueur ranger les jeunes gens. Et nous faisons contre eux à leur être indulgents. Ah! Si son cœur a quelque répugnance, je tiens qu'on ne doit pas lui faire violence. Mon frère, que je crois, sera de mon avis. Quoi, se laissera-t-il gouverner par son fils? Est-ce que vous voulez qu'un père ait la mollesse de ne pas savoir faire obéir la jeunesse? Il serait beau vraiment qu'on le vît aujourd'hui prendre loi de qui doit la recevoir de lui. Non, non, c'est mon intime et sa gloire est la mienne. Sa parole est donnée, il faut qu'il la maintienne, qu'il fasse voir ici de fermes sentiments et force de son fils tous les attachements. C'est parler comme il faut et dans cette alliance, c'est moi qui vous réponds de son obéissance. Je suis surpris pour moi du grand empressement que vous me faites voir pour cet engagement et ne puis deviner quel motif vous inspire. Je sais ce que je fais et dis ce qu'il faut dire. Oui, oui, Seigneur Arnolphe. Ce nom les grilles, c'est Monsieur de la Souche, on vous l'a déjà dit. Il n'importe. Qu'entends-je? Oui, c'est là le mystère. Et vous pouvez juger ce que je devais faire. Oh, quel fou! Monsieur! Si vous n'êtes compris, nous avons de la peine à retenir Agnès. Elle peut-être vous échapper et peut-être qu'elle se pourrait bien jeter par la fenêtre. Faites-la venir. Aussi bien de ce pas prétendre l'emmener. Ne vous en fâchez pas. Un bonheur continu rendrait l'homme superbe. Et chacun à son tour, comme dit le proverbe. Quels mots peuvent au ciel égaler mes ennuis? Et s'est-on jamais vu dans l'abîme où je suis? Très vite le jour de la cérémonie, j'y prends part. Et déjà moi-même, je m'en prive. C'est bien notre dessein. Venez, mère, venez, quand le soir est venir, et qui vous mutinez.
Voici votre galant, à qui pour récompense, vous pouvez faire une humble et douce révérence. Adieu. L'événement trompe un peu vos souhaits, mais tous les amoureux ne seront pas satisfaits. Mais laissez-moi ressommer de la sorte. Je ne sais où j'en suis tant ma douleur est forte. Allons, causeuse, allons. Je veux rester ici. Tout ce que c'est que ce mystère-ci. Nous nous regardons tous sans le pouvoir comprendre. Avec plus de loisirs, je pourrais vous l'apprendre. Jusqu'au revoir. Où donc prétendez-vous aller? Vous ne nous parlez point comme il nous faut parler. Je vous ai conseillé, malgré tout son murmure, d'achever l'hyménée. Oui, mais pour le conclure, sinon vous a dit tout. Ne vous a-t-on pas dit que vous avez chez vous celle dont il s'agit? La fille qu'autrefois, de l'aimable Angélique, sous des liens secrets, eut le seigneur Henrique. Sur quoi votre discours était-il donc fondé? Je m'étonnais aussi de voir son procédé. Quoi? D'un immense secret, ma sœur eut une fille dont on cacha le sort à toute la famille. Et qui, sous de fins noms, pour ne rien découvrir, par son époux au champ devait mourir. Et dans ce temps, le sort, lui déclarant la guerre, l'obligea de sortir de sa natale terre et d'aller essuyer mille périls divers dans ces lieux séparés de nous par tant de mer. Tous ses soins ont gagné ceux que dans sa patrie avaient pu lui ravir l'imposture et l'envie. Et de retour en France, il a cherché d'abord celle à qui de sa fille il confia le sort. Et cette paysanne a dit, avec franchise, qu'en vos mains, à 4 ans, elle l'avait remise, et qu'elle l'avait fait sur votre charité, par un accablement d'extrême pauvreté. Et lui, plein de transport et l'allégresse en l'âme, a fait jusqu'en ces lieux conduire cette femme, et vous allez enfin la voir venir ici pour rendre aux yeux de tous ce mystère éclairci. Je devine à peu près quel est votre supplice, mais le sort en cela ne vous est que propice. Si n'être point cocu vous semble un si grand bien, ne vous point marier en est le vrai moyen. D'où vient qu'il s'enfuit sans rien dire? Oh, mon père, vous saurez pleinement ce surprenant mystère. Le hasard, en ces lieux, avait exécuté ce que votre sagesse avait prémédité. J'étais par les dounes d'une ardeur mutuelle, engagé de parole avec cette belle. Et c'est elle, en un mot, que vous venez chercher, et pour qui mon refus a pensé vous fâcher. Je n'en ai point douté d'abord que je l'ai vue, et mon âme depuis n'a cessé d'être vive. Ah, ma fille, je serai d'un étrange force si doux. J'en ferai de bon cœur, mon frère, autant que vous, mais ces lieux et cela ne s'accommodent guère. Allons dans la maison, débrouiller ces mystères, payer à notre ami ses soins officieux et rendre grâce au ciel qui fait tout pour le mieux.